êtes à la hauteur, je vais vous bricoler quelque chose. Vous bricoler quelque chose, c'est partir de 3 constats évoqués par Denis et qui nous situent bien dans les temps actuels, ces temps de brouillage. Le premier constat, c'est le fait qu'il y a un effacement des statuts entre l'accompagnateur, l'accompagnatrice et la personne qui accompagne. La preuve, il peut y avoir réversibilité. La personne qui accompagne est parfois plus performante que la personne accompagnée. Et la personne accompagnée peut être plus performante que la personne qui accompagne. Excusez-moi. Deuxième constat, et qui bouscule un petit peu l'économie de la formation. Ça va où? C'est bon. Qui bouscule un peu l'économie de la formation. L'accompagnement déborde le champ du professionnel pour envisager le bénévolat. Et donc, on ne sait plus qui est qui. Est-ce un bénévole? Est-ce un professionnel? L'accompagnement intègre finalement l'ensemble des personnes disponibles. Enfin, troisième constat, et c'est à partir de ce troisième constat que je vais plus rebondir. Nous sommes en présence, et puis Denis a oscillé, de personnes. Oui, il a utilisé surtout personne, mais il a utilisé le participe passé, l'accompagner. Je pense qu'il n'y a pas de participe passé. Il y a 2 actifs qui sont face à face. Et dans mon jargon que je vais essayer de vous justifier, ces 2 actifs, je les appelle des adultes. Donc, je laisse hors champ de notre réflexion, d'abord parce que je ne suis pas compétent, et puis parce que vous êtes accompagnatrice, accompagnateur, formatrice, formateur d'adultes, je laisse ce qui a trait à l'enfance, adolescence et à la jeunesse. Et à partir de là, je voudrais développer mon propos en 5 points. D'abord, quel avantage nous avons à retirer de penser l'accompagnement au regard des adultes, ce qui implique de nous poser la question, mais qu'est-ce qu'être adulte aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'un adulte aujourd'hui? Je pourrais évidemment, et peut-être comme Denis que je le ferai de temps à autre pour éviter la répétition, utiliser le terme de sujet, le terme d'agent, le terme d'acteur, le terme de personne. C'est de la convenance. Mais l'hypothèse de travail que je vous propose, c'est que nous gagnons à recourir à la richesse du concept d'adulte, qui nous apprend beaucoup de choses sur l'adulte et sur l'accompagnement. Alors, concernant cette richesse, je voudrais l'appréhender sans faire le tour de la question à travers malgré tout 4 pistes, 4 approches complémentaires de la vie adulte. Première approche, une approche modélisante. Chaque fois que nous parlons d'adulte, nous parlons d'un certain type d'adulte, d'une image que nous avons intériorisée, vis-à-vis de laquelle nous nous comportons soit en convergence, soit en décalage. Mais nous avons une image dominante. Si, pour ce terme qui est relativement banal, quoi tirer de la vie adulte, si nous essayons de le situer dans sa généalogie, depuis une origine très proche
celle des années 1950, nous pouvons identifier 4 modèles dominants de vie adulte, autour desquels nous oscillons et qui vont nous permettre de comprendre pourquoi le 4e modèle va être en synergie avec l'accompagnement. Mais alors, vous allez me dire 1950. Pourquoi 1950? Effectivement, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose très rapidement en lien avec les vicissitudes de la sémantique autour de l'adulte, avec 2 évolutions caractéristiques. 17e, 18e siècle, l'adulte, c'est la vierge pubère ou le jeune homme. L'adulte, adultus participace d'adolesco, croître, adolescence, qui est en croissance, et adultus, qui a cessé de croître. Et donc, c'est le jeune, la jeune, qui a tout juste cessé de croître. C'est un adulte. Et qui va persister jusqu'au 19e siècle, faisant qu'un propos de Balzac est aujourd'hui incompréhensible lorsqu'il écrit je préfère l'homme mûr à l'adulte. Pour nous, homme mûr adulte, c'est à peu près équivalent. Non, l'adulte, c'est le jeune, plein, brouillon, plein d'activité, fébrile. L'homme mûr, c'est ce qu'on appelle la personne racise. Donc, il y a eu cette première acception de l'adulte, et puis après, l'adulte s'est déplacé pour, au moment où la vie s'allongeait, pour concerner les âges postérieurs à la post-adolescence. Mais dans une société machiste. Première édition du dictionnaire Larousse, 1872. Vous regardez à adulte, personne ayant atteint l'âge viril. Et donc, voilà ce dont nous avons hérité au niveau de l'adulte, qui va changer de sens à partir des années 1950. Il est intéressant au niveau français, dans notre société politique, quelles que soient ces divisions, au-delà de ces divisions, de constater que tous les gouvernements, jusqu'à l'actuel, ont, de 1950 à 2010, été dans le même sens pour légiférer sur la condition féminine et le fait de considérer l'adulte comme cette intégration de 2 humanités, l'être femme et l'être homme, qui fait que, encore récemment, mais c'est tout récemment, pour le nom des enfants, on ne parle plus de patronyme, c'est le nom peut être soit le matronyme, soit le patronyme, et c'est aux parents d'en décider. Mais nous pourrions faire tout un historique qui, des années 50 jusqu'à maintenant, qui essaie de libérer l'adulte de son poids machiste. Alors, au niveau des imaginaires, ce n'est pas fait. Reconnaissons qu'au niveau juridique, les choses sont beaucoup plus avancées qu'au niveau de notre imaginaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui voit le changement de signification, c'est que à partir des années 50, l'AFPA en est un témoin, Association pour la formation professionnelle, qui, le ministère de l'Éducation nationale, contestant les prérogatives que se donnait le ministère du Travail en créant l'AFPA en 1947, lui impose de barrer le terme adulte en disant non, nous, on s'occupe de l'éducation de tous les âges de la vie. Vous, ministère du Travail, vous n'avez pas à vous occuper de la formation des adultes. Et donc l'AFPA est devenue Association de formation professionnelle accélérée. Et puis, comme toujours, l'été, c'est l'été 54, tout le monde est en vacances. Le ministère du Travail barre accéléré, mais adulte. Depuis, nous sommes dans l'association de formation professionnelle pour adultes, mais pour indiquer que l'adulte
apprend différemment que le jeune. Et pour marquer cette différence, dans le développement des dispositifs d'apprentissage des années 50, 60 et les fameuses lois de 71, on va recourir au terme adulte pour marquer cette spécificité d'apprentissage. Donc voilà les justifications. Et la troisième justification, c'est l'allongement de la vie, qui implique que s'il y a une enfance, s'il y a une vieillesse, s'il y a une adolescence, nous n'avions pas de substantif jusqu'ici pour définir ce qui advenait après l'adolescence jusqu'à la vieillesse, et maintenant nous l'avons avec la vie adulte. Alors, ces quatre modèles, le plus traditionnel, c'est celui de l'adulte mature, de l'adulte normé, quand tu seras une grande personne, un modèle qui travaille sur la séparation des générations. Donc je passerai rapidement car ce qui nous intéresse, c'est plus le quatrième modèle. Le deuxième modèle, avec la scolarisation jusqu'à 16 ans, avec la féminisation des lycées des années 60, avec l'ambiance de libéralisation, les contestations de 68, les lois de 71. Deuxième modèle qui prend à contre-pied le premier modèle et qui va amener le fossé des générations, c'est l'adulte en perspective. L'adulte n'est pas stable, ce n'est pas un modèle mature, l'adulte est en développement, il est en croissance. Georges Lapassade l'a très bien illustré à travers ces termes d'entrisme, d'inachèvement permanent de l'adulte. Et survient les premiers effets de la crise, le premier choc pétrolier qui n'a fait qu'amplifier les choses par la suite pour secouer ce qu'avait d'irréaliste le deuxième modèle et substituer à ce deuxième modèle un troisième modèle dominant, l'adulte à problème. L'adulte instable, l'adulte immature, dont l'immaturité est provoquée par des conditions environnementales, quand on vous supprime un emploi, quand vous avez un accident de santé gravissime, quand votre famille est déstabilisée, et donc tout un travail, tout un ensemble de publications ont été faites autour de cet adulte immature que Alain Renberg appelle l'adulte incertain, la fatigue d'être soi. Et on peut se demander si, avec des dispositifs juridiques comme la VAE, comme les bilans de compétences, donc bilan de compétences d'abord, VAE après, dans ces années 1990-2000, ne se développe pas un quatrième modèle qui est concomitant avec le développement de l'accompagnement, l'expansion de l'accompagnement, c'est le modèle de l'adulte pluriel. L'adulte pluriel, c'est-à-dire un adulte qui est confronté à devoir intégrer plusieurs exigences. Un adulte qui est confronté aux exigences du travail et du non-travail, aux exigences de la vie domestique, aux exigences de la vie associative, aux exigences des nouvelles obligations de la société communicationnelle et informationnelle, et un adulte qui est vulnérabilisé par ces différents engagements pluriels et sans cesse menacé de l'inverse du pluriel, la fragmentation. Adulte fragmenté, adulte pluriel, et les adultes semblent osciller entre ces deux pôles. Voilà donc très rapidement indiqué de quel adulte nous parlons aujourd'hui. Certes, dans nos imaginaires,
il y a des couches géologiques. Et les autres modèles, il suffit d'interroger les adultes pour s'en apercevoir, ne sont pas effacés. Il y a une sorte de cohabitation chez nous des 4 modèles, mais il y a un modèle dominant. Et le modèle dominant, au moins celui valorisé par les institutions, est bien celui de l'adulte pluriel. C'est une première entrée dans une réflexion sur la vie adulte. Une deuxième entrée peut être faite en termes de temporalité à travers les 3 moments clés, les 3 moments problématiques de la vie adulte. L'entrée dans la vie adulte. L'entrée dans la vie adulte qui est une entrée relativement confuse, relativement brouillée, qu'on appelait auparavant, qu'on était plus sûr de nous, insertion, mais Patrick va y revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle de désynchronisation dans les entrées de la vie adulte. On entre de plus en plus tôt par certaines caractéristiques, on entre de plus en plus tard par d'autres caractéristiques. La pilule du lendemain pour la jeune fille est un indicateur d'une entrée tôt dans la vie adulte. L'abaissement des maturités juridiques pour la responsabilité pénale, l'abaissement de 16 ans à 13 ans témoigne de cet avènement de plus en plus précoce de certaines maturités. Et puis, le fait de pouvoir par soi-même subvenir à ses besoins, être autonome économiquement, gagner sa vie, se faire reconnaître dans un travail, est une maturité de plus en plus tardive. Et sans doute que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons cet accordéon, nous avons cet éventail qu'il faut pour le jeune, qu'il lui faut gérer, avec certaines entrées de plus en plus précoces, qui fait que je suis adulte par une partie de moi-même et des entrées de plus en plus tardives. Donc comment situer l'accompagnement pour aider à unifier ces entrées, à faciliter l'acquisition des maturités tardives. Ça, c'est le premier moment clé. Le deuxième moment clé, qui va durer tout au long de l'avancée en âge de l'adulte, c'est ce que de plus en plus nous évoquons à travers la question du parcours de vie adulte, parcours personnel, parcours professionnel, qui encore il y a quelques années était dénommé trajectoire. J'ai été voir dans les index de plusieurs ouvrages de Pierre Bourdieu, de la trajectoire, il y en a tout le temps. Alors là, vous avez beaucoup de références sur la trajectoire, vous n'en avez aucune sur le parcours, qui indique que nous venons d'un univers qui était relativement déterministe dans la façon d'envisager l'avancée en âge de l'adulte à travers cette trajectoire, c'est-à-dire ce mouvement imprimé par des forces initiales de propulsion, les 3 forces initiales de propulsion qui sont le milieu familial, le milieu social et le milieu scolaire. Or, s'il demeure des trajectoires de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse, on voit comment dans des situations de plus en plus complexes, incertaines, comment ces trajectoires laissent la place à de l'incertitude, qui fait que on a de la difficulté à anticiper pour nous ou pour les personnes qui nous entourent ce qu'elles vont devenir, ce que nous allons devenir demain ou après-demain.
certains collègues parlent de chaos de carrière, alors les adultes eux-mêmes revendiquent vers le milieu ou la fin de leur existence le fait d'avoir eu un parcours atypique. Nous sommes de plus en plus entrés dans l'atypicité des parcours. Et alors comment accompagner un parcours qui est capricieux, qui est confronté aux aléas? Et puis, troisième moment, mais je ne fais que poser la question, parce que cela mériterait de long développement. Sortons-nous un jour de la vie adulte? Et si nous en sortons, comment nous en sortons? Toujours est-il que, avant d'en sortir, il y a ces pratiques d'accompagnement de la personne qui va vers la retraite et qui prend sa retraite et qui peut rester autonome sans automatiquement sortir de la vie adulte. Voilà ce qu'il en est pour ces trois moments fondateurs. Alors, troisième entrée dans une compréhension de la vie adulte, c'est si j'utilise le terme adulte plutôt que le terme personne, plutôt que le terme acteur, qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Me semble-t-il que ça m'apporte un questionnement autour de 5 points. Chaque fois que je parle d'un adulte, je dois répondre pour le moins à 5 questions qui vont me permettre de situer cet adulte accompagné ou cet adulte qui accompagne. Et je dirais donc que être adulte est une question d'âge et que le jeune adulte n'est pas dans la même posture que l'adulte du mi-temps de la vie ou de l'adulte accompli. Être adulte est une question de genre. Dans la façon par laquelle j'appartiens à un genre et dans la façon par laquelle j'accepte ou pas d'appartenir à ce genre féminin ou genre masculin, et avec les demandes sociales qui vont être différentes en fonction du genre auquel j'appartiens et qui va contribuer à forger mon identité. Je vais y revenir. Chaque fois que je parle d'adulte, troisième indicateur, je présuppose que cet adulte a pérégriné, a une expérience. Et c'est ce que nous a appris la formation pour adultes. Donc, comment faire parler l'expérience adulte? Et Denis, tout à l'heure, a fait parler plusieurs adultes lorsqu'ils sont passés de la posture de personne accompagnée à la posture d'accompagnatrice ou accompagnateur. Ils sont devenus accompagnatrices ou accompagnateurs parce que, quelque part, ils ont revisité leur expérience de personne accompagnée. Donc, quelle est l'expérience dont est porteur l'adulte et quelle est sa capacité à verbaliser cette expérience, ou quelle est notre capacité à aider l'adulte à expliciter, verbaliser son expérience? Quatrième indicateur, si l'adulte, par rapport aux autres générations, il est en principe actif, se trouve aux avant-postes de la société pour assurer le fonctionnement de cette société et en développer les ressources, c'est qu'il tient des rôles. Quels sont les rôles auxquels s'identifie l'adulte? Et de rôles relativement visibles jusqu'à cette incapacité de l'adulte à se définir un rôle et à se considérer comme inactif ou marginal. Donc, quelle est la capacité d'action de l'adulte à travers des rôles auxquels il peut s'identifier ou auxquels on peut l'identifier? Enfin, par rapport aux jeunes classes d'âge, l'adulte est cette personne qui est capable de mettre à distance l'image qu'elle prend d'elle-même pour interroger cette image. C'est toute la question de la réflexivité identitaire, la question du soi réflexif. Alors, ce qui est intéressant, dernier point, ce qui est intéressant
dans l'accompagnement, c'est que ce sont deux adultes vulnérabilisés quelque part entre le pluriel et le fragmenté qui se trouvent en présence dans la relation d'accompagnement. Sauf qu'il y a un adulte, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui se positionne, à tort ou à raison, comme plus expert que l'autre sur tel ou tel domaine. Et donc, comment s'aménage cette relation entre adultes accompagnés et adultes accompagnateurs, tous deux fragilisés, mais l'un plus expert que l'autre. Je laisse donc cet ensemble de réflexions autour de la vie adulte et je voudrais passer maintenant, deuxième étape, à l'accompagnement vieille histoire, nouvelle jeunesse, où là j'irai plus vite ayant posé en quelque sorte le cadre de ma réflexion. Parler de la vieille histoire, je n'insisterai pas sur le compagnonnage comme lieu de lien social depuis plusieurs siècles. Ce que j'évoquerai plutôt, c'est cette réémergence spectaculaire de ce vieux terme de partage, de cheminement commun, ce réaménagement dans les années 1990-95. Avant, on n'en parlait pas du tout, et tout d'un coup, tout est devenu objet d'accompagnement. Et donc, je ne pense qu'on ne peut que le lire à travers cette fragilisation de la vie adulte. Cette fragilisation montante de la vie adulte. Alors, une réémergence que on peut situer à un niveau existentiel, à un niveau professionnel et à un troisième niveau qu'on oublie trop souvent et qui gagnerait, que tu as évoqué un peu tout à l'heure, qui gagnerait à être cité en complémentarité avec les deux autres, le niveau groupal. Le niveau où une sociabilité en groupe se développe, où il n'y a pas simplement l'interaction entre deux personnes. Nous sommes, et ce qui complique un peu la réflexion, nous sommes en partie avec l'accompagnement face à un phénomène culturel, j'allais dire culturel francophone, hein, que vous ne trouvez pas automatiquement dans d'autres sociétés et notamment dans le monde anglophone. Et participant il y a quelques années à un jury de thèse au Québec sur l'accompagnement, tout d'un coup le jury s'est arrêté et s'est posé la question, mais comment en anglais on dit accompagnement? Et il n'y a pas de traduction en anglais d'accompagnement. Alors, c'est pour ça, on va glisser vers le coaching. Ou alors, on va glisser vers un vieux terme qui a déjà conquis ses lettres de noblesse, bien avant ce que nous avons octroyé à l'accompagnement, le terme de counseling. Mais il n'y a pas à proprement parler de termes qui traduit l'accompagnement. Alors, je pense qu'il pourrait être intéressant dans cet écart d'intégrer justement le coaching dans une forme comme une forme d'accompagnement et de se dire que peut-être on pourrait travailler sur trois grands styles d'accompagnement. L'accompagnement coaching qui est l'accompagnement visé, qui est l'accompagnement développement, qui renvoie peut-être à tel ou tel souci d'aider l'autre à atteindre telle ou telle performance, à côté de l'accompagnement maîtrise, qui est un accompagnement qui se donne pour d'atteindre un objectif déterminé d'acquisition de compétences,
Et puis, pour les personnes les plus fragilisées ou des personnes qui sont en détérioration, l'accompagnement maintient. Comment, au moins pour un certain temps, par l'accompagnement, assurer un maintien. Alors, sur cet accompagnement, sur cette relation d'accompagnement, quelles sont les caractéristiques qui peuvent apparaître comme structurantes? Et là, je les emprunte à Maléa Paul, et il me semble que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, il serait intéressant de situer l'accompagnement en termes de lieu et de temps, et de dire que le paramètre spatial et le paramètre temporel sont des paramètres déterminants, en quelque sorte aller vers et être avec. Donc paramètres de lieu et de temps et paramètres interactifs. Aller vers en se donnant des objectifs spatial et temporel, être avec dans la façon être avec, oui, dans la façon de soit de part et d'autre, soit du même côté, d'asseoir une posture entre personnes accompagnées et personnes qui accompagnent. Alors, par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, dans le être avec, je ne défendrai pas une position d'égalité, parce que la position d'égalité, me semble-t-il, renvoie à une question de similitude, être comme, et que dans les revendications identitaires aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs de l'adulte accompagné que de l'adulte qui accompagne, une mutation s'est opérée et que l'un et l'autre ne cherchent plus à être comme, mais cherchent à être différents d'eux. Et donc, comment aménager une relation asymétrique entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne. Et cette relation asymétrique, nous l'avons à travers ce pouvoir d'expertise de la personne qui accompagne dans tel ou tel domaine par rapport à la situation de demande de la personne accompagnée. Et ce pouvoir d'expertise, en termes de relations intergénérationnelles, je vais y revenir tout à l'heure, je la définirais comme en quelque sorte le droit d'aînesse. L'accompagnatrice, accompagnateur, quelque part, pour avoir, tu l'as indiqué, pour avoir fait l'expérience, telle ou telle expérience qui l'a structurée, est l'aîné de la personne accompagnée. Et donc, comment développer une relation d'aîné à Benjamin dans la relation d'accompagnement. Troisième entrée dans cette réflexion sur l'accompagnement, je me suis intéressé, à partir de mes propres travaux sur le projet, à essayer de penser la relation d'accompagnement en termes de projet comme deux acteurs, j'aurais tendance plutôt à dire se faisant face, qui ont chacun un projet. Donc deux acteurs
à situer en activité, à situer dans leur autonomie propre et menant chacun un projet. Alors, je crois qu'on pourrait pointer ce qui caractérise le projet de la personne accompagnée au regard du projet de l'accompagnatrice, accompagnateur. Le projet de la personne accompagnée, qui est un projet soit implicite, dans ce cas-là, il s'agira d'une demande, soit d'un projet élaboré, explicite, qu'il s'agira de communiquer. Ou un projet que la personne qui accompagne cherchera à faire expliciter. Le projet de l'accompagnatrice, l'accompagnateur, renvoie d'abord à une philosophie de l'accompagnement, et dans les témoignages, nous avons bien senti dans les propos que tu as tenus comment en filigrane il y avait cette philosophie de l'accompagnement, comment l'accompagnatrice, accompagnateur peut-il s'expliciter pour elle-même ou pour lui-même cette philosophie, le cas échéant, communiquer cette philosophie à la personne accompagnée, cette philosophie avec ses perspectives et ses finalités. Je pense que dans le projet de l'accompagnatrice accompagnateur, il y a aussi ce souci de s'expliciter pour soi-même les réponses qu'elle ou qu'il privilégie. On ne peut pas être compétent dans tout, on ne peut pas développer n'importe quelle forme de sensibilité, et donc quand j'accompagne, j'ai un certain style, je privilégie une posture, je privilégie des réponses. Je me suis amusé à une sorte d'auto-analyse à partir de pratiques d'accompagnement tout à fait modestes et spécifiques, mais qui sont quand même de l'accompagnement, l'accompagnement des étudiants en fin d'études, notamment dans leur mémoire de master, ou l'accompagnement de thésard. Je me suis dit que je n'occupais pas tout l'échiquier des possibles dans l'accompagnement, mais qu'il était important que je prenne conscience de mes propres limites à travers les réponses que je privilégie. Troisième caractéristique dans le projet de l'accompagnatrice-accompagnateur, la situation momentanée. Quelle analyse faire de cette situation momentanée? Quelle analyse pour quel type d'accompagnement sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Enfin, comment mettre en place une négociation? Et c'est peut-être là, dans le face-à-face entre les deux projets, à partir de la négociation, qu'il pourra y avoir ce changement de disposition spatiale où l'un en face de l'autre se rejoignent pour être l'un à côté de l'autre dans ce que j'appelle, à partir de l'identification de ces deux projets de Pierrette et Jacqueline, ou Alain et Gérard, ou Alain et Pierrette, ces deux projets de face à face vont amener un seul projet, le projet d'accompagnement, qui est un projet avec. Que pouvons-nous faire ensemble? Comment des deux projets faire un projet avec, c'est-à-dire un projet de l'un avec l'autre, et en privilégiant donc des questions de temps sur les rencontres, leur rythme, la durée, sur le fait que dans cette logique d'adulte pluriel, il y a une temporalité qui devient de plus en plus dominante aujourd'hui, qui est la temporalité de la transition, et donc il peut être important d'envisager l'accompagnement
et d'aider la personne accompagnée à prendre conscience, d'envisager cet accompagnement comme une transition. Il y a un début, il y aura une fin. C'est d'autant plus important que le terme accompagnement ne comporte pas de transition, ne comporte pas d'issue. L'accompagnement peut durer relativement longtemps. Et donc, comment décider que nous mettrons un terme à cet accompagnement à travers sa durée, son issue, à travers les rythmes des rencontres. En termes de lieu, il peut être intéressant d'identifier des objectifs à atteindre et enfin, en termes de contenu, et le contenu, je pense qu'il gagne à être défini en termes d'action à mener de part et d'autre. Alors, vous voyez comment, mais vous direz ce qu'il en est tout à l'heure dans l'échange, il peut être intéressant d'appréhender l'accompagnement à travers ces deux prépositions, le projet de, et qui va se métamorphoser en projet avec. Nous ne sommes pas au bout de nos peines car nous sommes confrontés à une troisième forme de projet qui est le projet pour. Comment faire un projet pour autrui quand autrui est dans l'incapacité de se déterminer lui-même ce qu'il veut faire. Alors, je donne un statut tout à fait particulier à ce projet pour, car dans la vie quotidienne, le projet pour est pour moi une forme pathologique de projet. Quand je pense pour autrui, quelle est sa destinée, quand les parents pensent pour leurs enfants, quelle est l'orientation la plus souhaitable. Donc là, il y a comme une situation abusive, mais cette situation abusive devient une situation limite chaque fois que nous sommes en présence d'un handicap mental qui empêche la personne de penser pour elle-même son propre devenir. Alors, je trouve intéressant de constater, est-ce une fois n'est pas coutume, est-ce général, mais de constater que le législateur a eu une formulation tout à fait appropriée dans les textes qui légifèrent ce projet pour, en évoquant en le dénommant projet individualisé. Il ne s'agit plus d'un projet individuel, il s'agit d'individualiser la situation, cette situation de dépendance dans laquelle se trouve la personne. Que faire avec cette situation de dépendance dans laquelle se trouve une personne? Et très rapidement, avec ces trois caractéristiques, la nécessité que cette personne ait un bénévole ou un professionnel référent qui accompagne, qui personnalise son accompagnement, que ce professionnel ou ce bénévole référent, parce que nous sommes dans une situation limite, ne travaille pas seul, deuxième caractéristique, mais toujours en relation avec une équipe qui valide ses choix et ses orientations, une équipe de professionnels ou mix de professionnels et de bénévoles. Et troisième caractéristique, là, nous sommes dans l'accompagnement qui n'a pas de fin. C'est un accompagnement continu qui ne saurait relever de la simple transition. En dehors de... et j'en terminerai avec cela. En dehors de ce cas tout à fait particulier, mais qui occupe pas mal d'institutions du travail sanitaire et social, il serait intéressant, dans ce qu'on pourrait appeler les situations communes, de définir des styles d'accompagnement en fonction de l'autonomie présumée de la personne accompagnée. Et dans notre langage, assez facilement
nous intervertissons le suivi, le conseil, la guidance. Si l'accompagnement nous renvoie à une posture spatiale, utilisons la métaphore spatiale, filons la métaphore dans ce qu'elle peut nous apporter et convenons qu'il y a 3 façons d'accompagner quelqu'un. Soit je marche à ses côtés, soit je marche devant, soit je marche derrière. Vous conviendrez que c'est difficile de trouver une 4e posture. Si je marche derrière, je suis dans le suivi. Je suis la personne. C'est-à-dire que si je suis la personne, je présume ou je présuppose, et je lui dirai, qu'elle a suffisamment d'autonomie pour savoir où elle va. Mais je lui assure qu'elle n'est pas seule. Et c'est la personne qui est accompagnée qui me fixe un peu la règle de négociation. Parce qu'elle a justement de l'autonomie, c'est elle qui envisage la façon de délimiter le cadre d'accompagnement et ne serait-ce que le rythme des rencontres, par exemple. Puis si la personne est moins assurée, je marche à ses côtés. Ou là, dans le conseil, c'est une négociation. L'initiative est double dans le conseil. Si la personne est fragilisée, sujette à l'une ou l'autre forme de dépendance, c'est moi qui lui propose. Je suis dans la guidance, je dis, attendez, je vais vous précéder, puis voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà comment nous allons nous organiser. L'heure passant, je voudrais très rapidement évoquer 2 derniers points. D'une part, ah oui, les risques de l'accompagnement. J'étais très étonné. Alors, est-ce votre production littéraire? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Je crois que c'est Robert qui me l'a envoyé. J'étais très étonné de la liste des questions préparatoires à cette journée. Et donc, puisque cette liste était par un sondage établi, je me suis dit, mais il était nécessaire que j'en prenne connaissance. Et donc, majoritairement, vous ou les personnes qui ont participé à ce sondage, vous avez appréhendé l'accompagnement sous un angle que je n'aborde jamais. Donc, vaut mieux qu'on en parle, qui est un peu un angle éthique que je résumerai à travers. Mais pouvez-vous nous dire quel est le bon accompagnement? Alors, bon, je n'ai pas l'habitude de traiter les choses en termes de bon et mauvais, et me semble-t-il, l'accompagnement, c'est d'abord une pratique. Et donc, au lieu de chercher à définir le bon accompagnement, j'ai voulu là, avec vous, définir, mais quelle est la pratique d'accompagnement? Et alors, cette pratique d'accompagnement, à un moment donné, il nous faut l'évaluer. Comment évalue-t-on cette pratique d'accompagnement? Et alors, en fonction des critères qui sont les vôtres, des critères de la personne accompagnée, il vous appartient, en fonction de votre éthique de référence, il appartiendra à la personne accompagnée d'en déduire que c'était un bon ou un moins bon accompagnement. Mais me semble-t-il, il y aurait au moins trois repères relativement simples pour évaluer un accompagnement. D'une part, que chacun des partenaires de la relation, à la fin de l'accompagnement, c'est une façon de se réapproprier les choses de part et d'autre, disent comment il a perçu cet accompagnement.
qu'est-ce qu'il peut en dire par rapport à ce qui avait été négocié au départ. D'autre part, en quoi les deux partenaires peuvent-ils s'entendre sur la façon de caractériser cette relation d'accompagnement qui s'est nouée, qui s'est structurée. Et au cas où les choses ne seraient pas complètes, en troisième point, quels sont justement les points forts, les points faibles qu'on retient de cette démarche commune. Mais je voudrais là simplement évoquer, au-delà de l'évaluation, 3 risques qui courent à travers l'accompagnement. Si je ne suis pas dans l'accompagnement individualisé, il y a un risque de non-finitude, d'un accompagnement sans fin, d'un accompagnement qui joue continuellement les prolongations. Et je crois que nous devons absolument lutter contre les prolongations parce que c'est une façon de s'inscrire dans le réel, dans la réalité. Le deuxième risque, c'est l'instauration d'une dépendance. Soit cette dépendance, elle est suscitée par l'accompagnatrice, accompagnateur, soit elle est recherchée par la personne accompagnée. En principe et en fait, l'accompagnement doit conforter les autonomies en présence. Et donc, toute installation de dépendance va devenir contre-productive, problématique. J'évoquerai un troisième risque, un fonctionnement mimétique. C'est-à-dire que la personne accompagnée, parce que elle sort de sa solitude, elle sort de son isolement, va prendre l'accompagnatrice, accompagnateur comme modèle et va vouloir copier ce modèle. Voilà, peut-être pour terminer, indiquer, mais j'ai pas, je l'ai peu évoqué, j'ai pas insisté, alors je le fais à la fin, indiquer que comme pratique, nous gagnerions à l'envisager sous un mode paradoxal. Par exemple, paradoxe de comment individualiser, puisque l'accompagnement est de l'individualisation, comment individualiser pour socialiser. Donc, dans l'individualisation que poursuit l'accompagnement, comment se soucier de socialiser, de tirer l'autre de son isolement. Dans ce deuxième paradoxe, j'en évoquerai 4 et je m'arrêterai là, dans la relation qui s'instaure, comment comprendre autrui et comment accepter qu'autrui nous échappe. Comment être dans cet entre-deux. Troisièmement, comment passer continuellement du temps à l'espace, de l'espace au temps, ces deux logiques étant toujours en opposition. Enfin, dans le style, comment ne pas choisir entre compassion et distanciation, mais sans arrêt faire la navette entre les deux. Je vous remercie de votre attention.